Mais il est 18h04. Je pense qu'on va laisser nos amis tranquillement arriver, mais on peut quand même commencer. Donc, bienvenue pour ce webinaire en collaboration entre Mon Petit Business et Restaurant Méthode. J'ai le plaisir d'accueillir Laurine Blandin qui est notre invitée pour ce webinaire qu'on va gérer toutes les deux et sous la forme d'échanges et de questions et d'interviews sur les clés du management. Un e-book que Laurine a eu le plaisir de nous faire partager sur ses réseaux sociaux et qui nous a, je pense, tous intéressés, en tous les cas tous interpellés, puisque nous sommes là aujourd'hui pour, entre autres, l'écouter. Donc, je me présente rapidement. Je suis Marie-Hélène Kennedy. Je suis formatrice pour Mon Petit Business, organisme de formation certifié Calliope, qui nous permet de dispenser des formations en création d'entreprise, particulièrement dans le secteur de la restauration, des coffee shops, des salons de thé et de la torréfaction artisanale. Voilà. J'ai une formation de juriste à la base, mais j'ai créé mon coffee shop en 2015 après avoir fait une formation de barista. Et donc, j'ai eu le plaisir d'avoir un établissement où je faisais petit déjeuner, déjeuner et goûter et brunch le week-end que j'ai revendu juste avant le Covid. Et depuis, j'accompagne des porteurs de projets pour créer des nouveaux concepts dans la restauration rapide et la restauration liée à tout ce qui est café. On se connaît un petit peu avec Laurine, mais je pense que c'est important que Laurine se présente avant de rentrer dans le sujet. Donc, Laurine, je te passe la parole et je te laisse te présenter. Ouais, merci. Alors, pour me présenter, je vais aller directement droit au but. Je suis un pur produit de la restauration. Donc, je n'ai fait que de la restauration depuis mes études. C'était le premier choix, quand j'ai pu faire un choix d'adulte. Et dans la restauration, j'ai pu travailler au fil des années, soit pendant les études, soit pendant évidemment mes premiers emplois, dans toutes les strates, d'un restaurant, toutes les gammes de restaurants, tous les niveaux d'avancée de restaurant. Parce que tout m'intéressait, que c'était très difficile de choisir, mais j'ai finalement jeté mon dévolu sur le développement de marques de restaurants. Donc j'en ai fait, un petit morceau de jeune carrière, avant de me mettre à mon compte. Et donc qu'est-ce que c'est que le développement de marques de restaurants? C'est comment on passe de un à plusieurs établissements, sans pour autant multiplier les problèmes, les coûts, hem, sans, affecter l'énergie ou des choses comme ça. Donc j'ai fait ça, jusqu'à, avoir l'opportunité de créer, cette entreprise Restaurant Méthode, donc de conseil et de coaching, 100 adressée aux restaurateurs qui ont envie d'exploiter en fait tout le potentiel de leur restaurant. Ça veut dire des choses très différentes selon les niveaux d'avancée de restaurant et selon les profils, d'entrepreneurs. Mais ma mission, c'est vraiment ça, c'est vous permettre, d'accélérer, dans le développement de votre entreprise, et surtout que ça se passe bien. Voilà. Et du petit établissement au gros, on va dire, toute taille de restaurants peuvent être concernés. Restauration traditionnelle, restauration rapide, coffee shop, salon de thé, bien entendu. Les clés dont on va parler aujourd'hui sont des clés de base, des clés de base de management pour un restaurant. Du coup, ça va nous permettre en fait de vous donner, en tous les cas, de vous faire partager une structure que Laurine a déterminée au fur et à mesure de son expérience. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Est-ce que déjà, j'ai pas posé une question, est-ce que tout le monde a reçu le e-book de Laurine ou est-ce que certains ne l'ont pas eu en main encore? À ton avis, Laurine? Écoute, en voyant les noms des personnes connectées, je ne suis pas sûre. J'en vois qui l'ont entre les mains, qui l'ont même relu, mais j'aurais du mal à Alors, savoir. est-ce que certains d'entre vous n'ont pas eu encore le e-book? Dites-le nous, hein, parce que du coup, vous aurez la possibilité de le télécharger à la fin de ce webinaire sans. Ouais, bah voilà, donc certains ne l'ont pas. Bon, bah super. Donc, non seulement vous allez le découvrir, mais après, vous l'aurez, bien entendu.
Donc ça va vous permettre d'avoir le support, après, sur lequel on va s'exprimer aujourd'hui. Alors, dans ce e-book, dans ce livre, dans ce recueil, hein, Laurine, tu introduis, après avoir un peu expliqué ton parcours, hein, qui rappelle, tes qualités et ton professionnalisme dans ce secteur, mais tu parles tout de suite du profil de manager. Avant même de donner les clés, de ce qu'il va falloir faire, tu dis: «Bah, ça serait bien de connaître quel type de manager on est» et tu en as identifié 3, il me semble. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était 3 profils de managers qui sont finalement assez simples. Donc si je me trompe pas, je vais le reprendre, il y a les problème solvers, que tu appelles en français le solutionneur, les listeners, donc l'écouteur et les ultra talkers, l'ultra communicant. Alors, tu vas nous expliquer un peu comment tu vois ces 3 profils. Moi, alors bien sûr, il y a pas de miracle. On n'est pas à, il y en a pas un qui est meilleur l'un que l'autre, on est bien d'accord? Ouais, on est d'accord. Il n'y a pas de hiérarchie sur les 3 profils. Et du coup, pour vous remettre, enfin, pour vous réexpliquer un petit peu le principe de ces 3 profils, je vais commencer par vous dire vous ne les trouverez pas à un autre endroit sur internet parce que ce sont des profils issus de mes expériences, de celles de mes clients, de celles de l'écosystème de restauration, dans lequel je suis. Donc ce sont des profils que j'ai synthétisés volontairement pour vous faciliter vraiment la compréhension. Donc c'est déjà important de savoir ça, et de savoir que c'est vraiment dans une démarche de vous parler, concret, réel, que j'ai, synthétisé sur les 3 profils. Donc le premier profil, c'est les problem solvers. Ce sont des personnes qui, vont être excellentes, à la recherche de solutions. Donc en fait, aucun problème ne leur résiste. Ils rencontrent un frein sur leur chemin, ils se jettent tout de suite sur la solution. Ce sont des personnes qui sont beaucoup plus, réactives, qui n'ont pas peur qui ont un petit peu moins peur de se tromper que les autres. L'important, c'est de passer à l'action. Ça fait partie de leurs grandes qualités. Les problem solvers, ils ont aussi des petits, pièges, des petits points de faiblesse, avec, le principal qui est l'impatience. Donc en fait, quand on est problem solver et du coup, on a une grande capacité de réaction face aux problèmes, on attend un peu la même chose des autres. Donc on valorise ça chez nous, c'est quelque chose qui nous a permis de beaucoup avancer dans la vie et de construire plein de choses. Mais du coup, quand on est entouré d'une équipe, que ce soit une toute petite équipe restreinte ou d'associés ou une grande équipe ou un grand groupe de partenaires, on peut parfois être un petit peu impatient si les autres n'ont pas cette même capacité que nous à résoudre les problèmes et à avoir vraiment cet état d'esprit de résolution avant d'avoir un état d'esprit de plainte ou d'exprimer ses peurs ou des choses comme ça. Donc le problem solver, il est un petit peu freiné par son impatience. Le problem solver, et comme pour les 3 profils, du coup, je vais vous expliquer les 2 autres dans une petite seconde. Le problem solver, de par son profil, très proactif, et très, très dynamique, il va attirer un certain type de salarié. Et quand je dis qu'il va attirer, c'est pas que naturellement il va aimanter, il va être un aimant à une typologie de personnes, c'est plutôt que dans son choix, dans les choix qu'il va faire au moment du recrutement, il va lui-même provoquer le destin et attirer des salariés qui vont manquer de bon sens. Parce qu'en fait, le problem solver, comme il est tellement fort à la résolution des problèmes opérationnels ou des questions qui peuvent émerger et plus ou moins urgentes dans la vie de son restaurant, inconsciemment, il n'a pas besoin que les autres aient cette même qualité. Donc, c'est quelqu'un qui va aller plutôt chercher des personnes qui sont plus patientes, meilleures au service client, au contact client, ou des personnes qui sont peut-être plus créatives. Pas qu'il ne soit pas bon au contact ou pas créatif, mais inconsciemment, il va aller chercher de la complémentarité parce qu'il répond à un problème. Je suis problem solver, donc je manque de certaines compétences, je vais les chercher chez les autres. Et le truc, c'est quand on s'entoure de personnes qui sont créatives, qui sont plus dans le relationnel, quand nous, on est vraiment dans le déroulé du plan d'action, alors on ne partage pas la même notion de bon sens avec ces gens-là. Donc, c'est pas qu'on attire des gens qui manquent de bon sens, c'est juste qu'elles ne partagent pas le même que le nôtre. Et comme ils sont impatients, ça peut les faire un peu tourner en rond au moment du recrutement. C'est un problème comme un autre, ils peuvent en avoir d'autres et ils peuvent aussi ne pas avoir celui-là, mais c'est important de se le dire. Je suis comme ça et du coup, je vais avoir plus de chances d'aller rencontrer ce genre de frustration dans mes recrutements. Le deuxième profil, il est assez marrant aussi, c'est les écouteurs.
Les écouteurs, ce sont les managers qui vont être un petit peu comme un entonnoir. Donc la petite partie de l'entonnoir part d'eux et la grande partie de l'entonnoir va vers les autres. Donc ils sont plus ouverts vers les autres qu'ils demandent aux autres d'être ouverts vers eux. Donc c'est des personnes qui laissent beaucoup de place à leur équipe, qui sont très dans la disponibilité, dans l'écoute, dans le questionnement. Ils ont une posture très en recul, ce qui est vraiment intéressant quand on est manager, mais ça vient aussi avec des petites faiblesses. Dans les petites faiblesses que les listeners peuvent avoir, c'est du mal à s'imposer. Parce que du coup, quand on est paramétré pour laisser une grande place à l'autre, parce que ça nous a permis de faire plein de choses dans la construction de notre restaurant, de notre salon de thé, de notre activité, alors le jour où on doit occuper la place centrale dans une prise de décision, c'est un petit peu plus difficile. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais ça veut dire qu'on va réduire inconsciemment le nombre de fois, ou en tout cas le nombre d'occasions dans lesquels on occupe la place centrale parce que c'est naturel pour nous de laisser la place à l'autre. Les listeners, ils vont, eux, attirer les salariés rois, les salariés qu'on appelle aussi les petits chefs. Donc, on a un peu chacun notre tare en tant que manager et selon le profil. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que les salariés rois? C'est typiquement un salarié que tu vas recruter. Tu vas lui demander son avis parce que c'est important pour toi qu'il se sente valorisé, qu'il puisse s'exprimer. Et puis, en lui ayant donné cette opportunité une fois, tu te retrouves avec quelqu'un qui t'impose son avis toutes les 5 minutes, même quand tu n'as pas posé la question. Et là, ça devient un peu compliqué à gérer. Compliqué parce que tu es plus un listener qu'un problem solver, mais aussi compliqué parce que tout simplement, il y a quand même une hiérarchie dans la prise de décision dans toutes les entreprises et que c'est un petit peu compliqué de composer avec des personnes qui n'ont pas la même notion de qui est décisionnaire de quoi. Et ça peut être aussi, ça peut rajouter de la charge mentale. Donc les listeners ils ont une façon d'être très à l'écoute et très ouverts aux autres qui les met eux-mêmes dans la situation où ils se font un peu croquer par les autres, ils se font un peu cannibaliser par des personnes de leur équipe qui auront des profils plus extravertis, des choses comme ça. Donc c'est assez marrant de se dire, ok, bon, bah, si dans mon équipe, il y a quelqu'un qui me marche un petit peu sur la tête à haute fréquence, c'est peut-être qu'en fait, j'ai été trop longtemps ou à trop de moments dans cette posture d'écoute et pas dans une posture plus active. Et enfin, il y a le dernier profil qui est presque à l'opposé des listeners, c'est les ultra-talkers. Les ultra-talkers, ils sont aussi ouverts vers les autres, mais ils sont ouverts vers les autres dans un sens unique, à savoir, comme ils sont communicants, ce sont des gens qui vont trouver beaucoup de sécurité dans le fait de dire les choses, d'être très honnête, d'être très proactif, d'être très transparent. Pour eux, c'est très clair que si on se dit les choses, alors on ne peut pas avoir de problème. Les ultra-talkers, ils sont super bons à la motivation, ils coachent, ils animent des équipes. Ce sont des gens qui peuvent occuper une grande place dans leur restaurant, ils peuvent parler à tous les niveaux de leur hiérarchie, mais ils ont aussi leurs faiblesses comme tout le monde, à savoir la première, ils ont du mal à écouter sans penser tout de suite à ce qu'ils vont répondre. Donc quand quelqu'un vient à eux, ils vont tout de suite ranger un peu le message qu'ils sont en train d'entendre dans des catégories, ils vont penser à des expériences passées et ils vont se dire je réponds ça parce que ça j'ai déjà vécu. Ils vont en fait beaucoup trop vite dans la traduction du message, donc ils ont du mal à vraiment écouter. Et qu'est-ce qui se passe quand on a du mal à écouter les autres? C'est qu'on a du mal à aussi bien répondre. Et aussi dans le management, il y a une notion de personnalisation en fonction de la personne qu'on a en face. Et du coup, les ultra talkers, ils ont un petit peu de mal à prendre en compte les nuances de personnalité qui est quelque chose qui est important à faire quand on travaille avec des gens. Et eux, ce qu'ils vont attirer en réalité comme problématique dans leur équipe, c'est un manque d'uniformité. Donc en fait, comme ils occupent trop de place entre guillemets, même si quand on est dans son entreprise, on ne peut pas occuper trop de place, hein, c'est important de se le dire aussi. Mais comme ils occupent vraiment la place centrale et qu'ils occupent beaucoup de place dans le dialogue, alors du coup, les gens naturellement en ont moins. Donc en fait, les personnes en face d'eux ont beaucoup moins de place pour exprimer ça pour moi c'est oui, ça c'est non, je suis bon à ça, je suis pas bon à ça. Et du coup, ils vont se retrouver à composer des équipes qui n'ont pas assez parlé au moment du recrutement ou de la formation et des équipes qui sont du coup soit pas très complémentaires, soit pas suffisamment compétentes parce qu'ils ont été tellement occupés sur le fait de je dois te dire tout ce que je dois te dire, c'est ça le plus important, que du coup, ils n'ont pas assez réceptionné. Donc, il y a ces trois profils-là. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés dans certains des profils. Je pense qu'ils évoluent aussi avec le temps. Je pense qu'on peut être un mélange de deux profils. Mais c'était important pour moi de les poser là avec les qualités de chacun, les faiblesses de chacun et aussi ce qu'on attire comme problématique à gérer en fonction de qui on est, qui est aussi quelque chose qu'on retrouve dans notre vie perso d'ailleurs. Alors voilà, on a passé un peu de temps là-dessus, mais je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat comment si vous vous identifiez, si vous êtes tous des managers ou des patrons d'entreprise ou des futurs patrons d'entreprise. Moi, je pense que je suis un mélange clairement du 1 et du 3. Ok. Du
du problème solver et de l'ultra communicant. Je me suis retrouvée avec les qualités et les défauts que tu as décrits. Et je pense qu'en regardant autour de moi les patrons que je connais dans la restauration, on arrive facilement à mettre les gens dans une des trois cases. Mm. Donc, merci beaucoup pour ce profil. Je crois que ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'en fait, en se connaissant soi-même, bah déjà, on voit aussi les biais qu'on donne. Et puis, ça nous permet aussi de voir dans ce que Laurine nous a dit aussi les gens qu'on attire. Je trouve ça assez intéressant de pouvoir du coup se dire, bah Mm. tiens, effectivement, je me plains toujours de ce type de d'employés que j'ai ou de personnes autour de moi. Mais finalement, quand on regarde les clés de Laurine, bah, on se dit, ah ben oui, mais c'est parce que moi-même, voilà ce que j'aimais et voilà ce que je dégage comme manager. Et vous, quel profil êtes-vous? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire leur coming out de profil? N'hésitez pas à mettre un petit numéro, un, 2 ou 3 dans le chat. En tous les cas, moi je pense. Alors, vous pouvez mettre des mix, hein, 1 et 2, 2 et 3, 1, 2, 3 si vous pensez que vous êtes 1, 2, 3. En tous les cas, merci Laurine pour cette clarification qui est importante dès le départ. Alors, on va rentrer, bah voilà, un et 3. Ah, on a des un et 3, voilà. Ouais. 1 et 3 sous, oui, un. Ah. Morgane 2, bah voyez, donc vous êtes reconnus. Vous allez. Est-ce que quelqu'un s'est pas du tout reconnu dans aucun des profils? Ça serait intéressant, ça, qu'il nous le dise éventuellement, en nous disant, bah non, moi, pas du tout. Je suis numéro 4. Peut-être je suis Un hybride. un hybride ou quelque chose comme ça. Euh, alors, on va rentrer dans les clés. Du coup, en comprenant ça, on va comprendre donc qui on est, avec qui on parle. Donc ça, c'est super important. Et puis après, donc, tu as essayé, je pense, Laurine, dans ton e-book, c'est de donner 11 clés. Il y en a 11 de façon assez simple que à appliquer en se disant, bah voilà, si déjà vous mettez en pratique ces 11 clés, ça vous donnera une sorte de socle solide de management. Est-ce que c'est bien ça le but de ces 11 clés? Ouais, c'est vraiment, tu l'as vraiment bien résumé et pour vous rajouter un petit peu de matière pour, enfin, autour de cette réflexion, il faut savoir que moi, j'ai étudié 5 ans le management d'hôtels et de restaurants, en licence, en master, vraiment, j'ai fait que ça et en fait, en arrivant sur le terrain, en prenant des premiers postes, de management, j'ai été confrontée à la différence entre la théorie et la réalité et la réalité, c'est qu'en fait, quand tu composes ton équipe, bah, tu jamais à 100 de tes capacités, de ta motivation, de ton énergie, de ta patience et quand du coup, quand tu choisis cette équipe, mais ensuite il y a le moment où tu la formes, il y a le moment où tu la manages au quotidien et en fait, toutes les théories que j'avais appris à l'école, elles fonctionnent, elles sont vraies, mais je trouve que, quand on est, entraîné dans la réalité de l'opérationnel et du quotidien du restaurant et qu'on peut parfois manquer de recul, on a un peu la tête dans le guidon, on se retrouve un petit peu, à devoir prioriser des choses. Bah, en fait, ce que j'avais appris en école, de management n'était plus valable, en fait. Et du coup, mon besoin, ça a été d'aller trouver des clés de compréhension au-delà de méthodes, de techniques, de process. Ça a été trouver des clés de compréhension qui étaient: «OK, comment je fonctionne? Du coup, comment fonctionnent les autres en face de moi? Est-ce que ça match? Et si ça matche pas, comment est-ce que je peux aller trouver encore plus de profondeur, de compréhension, chez les autres personnes?» Donc c'est important pour moi que vous sachiez que quand on parle par exemple de méthodes pour donner des feedbacks comme la méthode sandwich, qui est le fait de donner un feedback positif, puis le négatif, puis le positif, et bien en fait, dans les faits, moi, ce que je constate que ça fait, c'est que la personne en face, elle choisit le message qu'elle a voulu entendre. Et si c'est quelqu'un qui choisit d'entendre le positif et l'encouragement, il n'entendra pas votre besoin de recadrage. Donc, les clés de management que je vous propose dans le e-book, ce sont vraiment des clés de compréhension. Ce ne sont pas des méthodes, ce ne sont pas des process à suivre. C'est plus important que ça. C'est la base à couvrir avant d'aller se demander comment on fait son feedback. D'abord, on couvre ça. Ça va couvrir 80% des problèmes. Et après, pour le reste, on peut on peut s'avancer. Pour ajouter à mon constat, du coup, d'accompagnatrice des restaurateurs et des restauratrices, je constate que c'est des bases qui sont difficilement couvertes, pas par manque de compétences, mais par besoin de priorisation. Donc, vous avez besoin de prioriser d'autres choses dans votre établissement et c'est très bien que vous le fassiez. Mais si vous êtes à l'étape où le management est votre mission de fond,
et vous êtes prêt à travailler là-dessus parce que vous avez compris que c'était un facilitateur, un accélérateur. Alors vraiment, les clés vont vous aider. Si vous écoutez le webinaire jusqu'à la fin et que vous lisez le e-book. Très bien. Alors la première clé que tu nous donnes, que j'ai trouvée, en tous les cas, moi, qui a fait sens, à la fois, dans ma vie passée de patronne de coffee shop, mais aussi, dans ce que je fais aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, moi, j'accompagne mon mari à plusieurs bars et restaurants sur Paris et moi, je travaille pour lui sur tout ce qui est back office. Donc je vois bien aussi les problèmes, de gestion, de management, même si c'est pas moi qui suis en direct sur le management des équipes. Mais en tous les cas, ce que tu énonces, ça on est dans le cœur du sujet. Première clé, la routine de la communication. Mettre en place une routine de communication. Je dirais, ça paraît évident, ça paraît simple et pourtant, quand on y réfléchit, si certains d'entre vous ont des restaurants, est-ce que vous avez une routine de communication en place? Alors, Laurine, est-ce que tu peux nous parler, de qu'est-ce que tu entends par une routine de communication et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à quel moment et comment? Ouais. Alors le choix du mot routine, il est vraiment, pas anodin puisque du coup la routine, c'est un peu des rendez-vous avec des actions qu'on fait pour prévenir d'autres choses. Donc quand vous avez une routine, par exemple, je sais pas, de santé, vous êtes quelqu'un qui avait une routine, sportive ou une routine, de self-care, vous le faites parce que vous souhaitez vous maintenir en énergie et du coup peut-être éviter, des problèmes de santé ou des problèmes physiques ou des choses comme ça. Donc la routine, c'est vraiment, le travail de fond. Quand je parle de routine de communication, c'est la même chose. C'est la communication de fond. Donc, c'est tout ce qui sort de la communication instantanée ou spontanée qu'on va se faire pendant le service ou en opérationnel quand on est sur le floor de son établissement. C'est toute la routine de fond qui nous permet d'anticiper et déjà d'éviter des problèmes qui peuvent émerger quand on est dans le stress ou quand on est fatigué, qu'on a oublié un truc ou que quelqu'un est absent et que du coup tout le monde empathie dans l'équipe. Donc en gros, la routine, c'est quelque chose vraiment, c'est la base de protection pour anticiper et pour répondre aux problèmes avant qu'ils se présentent. Déjà, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui existe et c'est le bénéfice qu'on vient chercher. Donc, comme on dit routine, on dit session de, enfin, ça veut dire petite session de différents rendez-vous à fréquence qui est déterminée avec des interlocuteurs qui sont déterminés, des horaires qui sont déterminés et des actions qui sont déterminées. Donc, ça veut dire que si vous avez un établissement avec une équipe dans laquelle il y a différentes strates dans la hiérarchie, donc il va y avoir une strate managériale, une strate de supervision, une strate opérationnelle, alors vous avez besoin d'une routine pour communiquer sur du feedback, du reporting, de l'avancée de projet au niveau managérial, ensuite au niveau opérationnel de supervision, pardon, et ensuite au niveau opérationnel. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des réunions, des appels, des canaux de communication qui sont sélectionnés, et qui sont clairs pour tout le monde et qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc ça vous évite d'avoir par exemple quelqu'un qui vous envoie un mail, l'autre qui vous appelle, l'autre qui vous WhatsApp, l'autre c'est plutôt un SMS. En fait, non, dans la routine, on décide aussi du canal de communication. On va décider du sujet. Donc, si c'est réunion du mardi et c'est avec les managers, on sait qu'on va parler de l'activité, de la qualité, de l'équipe, des projets à venir. Et s'il nous reste du temps, on parlera des sujets que les autres personnes nous ont ramenés. Donc, en fait, on va non seulement choisir le moment, les interlocuteurs et la façon, le canal de communication, mais aussi ceux dont on va parler. Et la dernière chose à faire dans la routine, c'est qu'on va choisir une intention. Ça veut dire qu'on ne commence pas une réunion, on ne passe pas un coup de téléphone et on n'envoie pas un texto à quelqu'un sans avoir une intention qui est très claire parce que sinon, soit on se laisse embarquer parce que la personne, elle a une autre intention, mais du coup, on s'éloigne de la nôtre. À la fin, on n'atteint pas notre résultat parce qu'on laisse la place à l'autre, soit au contraire, on a une intention qui est trop importante et on laisse pas de place à l'intention des autres qui peut être un petit peu plus prioritaire. Donc, quand vous allez lancer une routine de communication avec des réunions, des reportings, des WhatsApp le vendredi soir pour se faire un petit quoi de neuf sur la fin de semaine, un petit message ou un petit call le lundi matin pour se lancer pour la semaine et se dire des choses, il faut que vous ayez une intention en tant que gérant ou en tant que gérante. C'est ça qui est super important. Dans beaucoup d'établissements, je vois que la communication est plutôt en réaction. On va vivre quelque chose, on va constater quelque chose, une insatisfaction, une satisfaction, on y réagit. Mais le truc, c'est que si on est tout le temps dans la réaction dans notre restaurant et avec les gens avec qui on travaille, il y a un moment où on n'aura pas le temps et du coup, on ne le fera pas. Et c'est à ce moment-là que les problèmes vont arriver. Donc, la routine, elle vous sert vraiment à
couvrir le minimum, à savoir feedback, ça c'était bien, feedback, ça c'était pas bien, retour sur l'activité, retour sur un cas particulier. Ça sert à uniformiser le message entre les gens pour pas toujours devoir répéter. Ça sert aussi à demander l'avis, à demander aux autres de préparer quelque chose. Dans la routine de communication, on a le droit de le faire. Donc, c'est tout ce qui englobe la communication qui n'est pas à chaud, spontanée et de réactivité. C'est vraiment ma routine pour que tout soit clair dans mon restaurant ou dans mon établissement à chaque instant. Alors, très clair, Laurine, merci. On a 11 clés. Donc, du coup, je pense qu'on pourrait passer sur chaque clé au moins un quart d'heure, 20 minutes. Mais moi, ce que je retiens de la routine de communication, c'est vraiment, pour le vivre d'ailleurs, côté restaurant en ce moment de mon mari, c'est qu'il faut bien différencier la communication réactive à un problème. Il y Ouais, a la livraison qui est là, il y a personne pour ouvrir la porte, on attend, tel truc, attention, n'oubliez pas que, et cetera. Parce que ça, c'est vraiment, de la communication sur de opérationnel. l'information à donner à un instant T. La routine que tu nous dis de mettre en place, c'est quelque chose sur des sujets qui vont être récurrents toutes les semaines Mm. et sur lesquels on va échanger de l'information de manière positive pour essayer de faire avancer l'équipe, le restaurant et que les choses se passent mieux et de façon plus efficace. Ouais, c'est tout ce que vous souhaitez dire qui n'apportera pas de bénéfice instantané. C'est ça qui est important dans la routine. C'est vraiment bénéfice long terme. Ouais. Donc Ouais, il faut se faire douleur sur le moment, il faut prendre du temps sur du temps qu'on aurait aimé passer, à faire des choses qui ont des bénéfices instantanés. Mais c'est aussi important de viser un petit peu plus loin, surtout au moment de la communication, surtout quand on manage une équipe. ouais, très clair, super. Alors, 2e clé, qui m'a un peu, moi, perturbée dans sa lecture, c'est, ne pas faire peser les responsabilités de manager sur ton équipe. Alors, Mmh. elle m'a pas perturbée dans le sens où, oui, je me doute bien que on ne peut pas tout faire reposer sur son équipe. Mais tu as dit une phrase dans ce que tu décris dans cette clé, que finalement, la lecture des chiffres du restaurant, la lecture, des performances du restaurant, il faut la voir aussi comme une performance managériale propre à soi et pas toujours dire: «C'est un travail d'équipe, nous avons tous, réussi ensemble» et c'est vrai qu'en lisant ça, c'est tellement contre-intuitif. Alors je te laisse nous expliquer un petit Ouais. peu plus, comme ça, on voit toute la subtilité qu'il y a derrière cette clé. Ouais. En fait, peut-être que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont déjà entendu le fait que c'était très important de voir les performances de son restaurant comme Marie-Hélène l'a dit, comme un travail d'équipe et de surtout bien communiquer le fait que c'est grâce aux personnes, que ça marche bien, que c'est sans mon équipe, je n'aurais rien fait, c'est grâce à telle personne qui est en plonge, à telle personne qui est en cuisine. En gros, je pense qu'aujourd'hui, il y a un message dans les médias qui vient se diluer avec un message stratégique qui est, où sont les responsabilités dans un restauration. Donc dans les médias, on va lire c'est très important de dire que l'équipe a fait le travail pour valoriser leur travail et pour les motiver et pour les récompenser. Sauf que stratégiquement, quand vous y réfléchissez, vous avez créé une entreprise ou alors vous avez un poste de manager salarié dans une entreprise. C'est vous qui décidez, c'est vous qui priorisez, c'est vous qui planifiez, c'est vous qui déroulez les plans. Donc en fait, si vous vous trompez, c'est votre faute. Mais du coup, si vous réussissez, c'est aussi grâce à vous. Donc votre équipe, en fait, c'est votre force d'exécution et vous, vous êtes la force de stratégie et la force de réflexion. Sans force de stratégie et de réflexion, l'exécution part dans tous les sens. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. Vous mettez 10 poules, 10 poules sans tête pour faire un rush de brunch dans un café le week-end. Ça va sortir n'importe comment et dans tous les sens. À voir si vous mettez un manager qui a fait un brief d'équipe. Aujourd'hui, on fait ça. On fait tant de couverts. Ça, c'est la priorité. Voilà comment on réagit quand on fait ça. Alors, c'est grâce au manager si le service s'est bien passé. Donc en fait, je veux pas vous inciter à vous comporter de façon, très égocentrée, mais par contre, reconnaissez le travail que vous faites dans votre entreprise ou dans l'entreprise que vous managez. Sans vous, il n'y a pas, de vrai pas en avant,
quand on décide d'aller atteindre des objectifs, il y a plutôt 3 pas à gauche, 3 pas à droite et après on fait un pas en avant. Donc le rôle du manager, c'est ça. Le rôle du manager, je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est, hem, heu, j'allais dire quelque chose, je ne sais pas si ça va faire écho. En gros, si vous n'avez rien à faire en tant que manager, c'est que vous avez bien fait votre travail. Donc ça veut dire que si vous avez bien réfléchi, bien planifié, vous avez bien transmis à votre équipe va faire. Après, vous allez, hériter de vos missions opérationnelles, mais si au niveau managérial, vous n'avez pas de recadrage à faire, vous n'avez pas de feedback, vous n'avez pas de suivi ou de remontrances, s'il y a des remontrances à faire, alors vous avez bien fait votre travail. Donc ça veut dire que si votre restaurant performe, c'est grâce à vous. Ensuite, c'est grâce à votre équipe parce que c'est vous qui leur avez transmis. Pour moi, c'est important de remettre ce sens des priorités et pour déjà valoriser votre travail managérial, aussi le mettre en avant parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus mis en avant dans les restaurants et aussi pour sortir, et pour des cas très spéciaux, de moments où en fait on va se déresponsabiliser en tant que manager et voir un problème comme la faute de quelqu'un d'autre dans l'équipe. Parce que du coup, quand il y a un problème dans votre restaurant, c'est aussi votre faute, au même titre que quand ça marche, c'est grâce à vous. Donc ça veut dire que si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui fait n'importe quoi, à haute fréquence et que vous commencez à en avoir marre et que vous avez reçu des avis clients, des choses comme ça, alors oui, c'est cette personne-là qui a «exécuté le problème» entre guillemets, mais c'était à vous en amont aussi à décider, de ce qu'on disait, de comment on formait, de si on mettait la personne, de côté, si on lui donnait un autre rôle, si on était plus présente pour cette personne. En fait, que vous ayez un problème dans votre restaurant, vous en êtes responsable et si vous avez un succès, quelque chose de positif dans votre restaurant, vous en êtes aussi responsable. Donc c'est bien pour moi de vraiment voir les 2 côtés de la médaille. Vous êtes manager et sans vous, ça tourne pas rond dans votre resto, en fait. Pour le meilleur et Super. pour le pire. Je à chaque fois, je te coupe un tout petit peu. Je suis Ouais, désolée parce vas-y. que, on sent que, bah, tu es passionnée et tu es passionnante, donc on a envie d'aller plus loin, mais on a 11 clés à balayer. J'essaie d'avancer parce que, chaque clé est intéressante. La troisième clé, c'est chercher la résolution de problème avant de chercher à être entendu. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que parfois, en tant que manager, on va se dire, il y a un truc qui va pas et en fait, on va alors là, c'est notre, profil ultra talker et on va parler, parler, parler pour expliquer, pour machin, pour essayer de résoudre le problème en parlant et en communiquant et en fait, là, tu nous dis: «Oh, il y a un petit biais qu'on fait pas bien et c'est pas peut-être pas comme ça qu'il faudrait qu'on s'y prenne». Ouais. Je vais prendre un exemple, qu'on a peut-être, tous déjà vécu, dans ce webinaire. C'est quand vous avez un problème avec un salarié, et en fait le problème, est arrivé à un point où vraiment vous pétez un câble. Vous en pouvez plus, vous avez envie de montrer à la personne à quel point, ça va pas, vous en avez marre. Vous avez pas envie de vous embêter à faire ça, à régler ça. Elle devrait comprendre cette personne. Bref, vous êtes à un niveau d'irritation par rapport à la personne qui fait que sans vous en rendre compte, votre priorité devient le fait que cette personne entende à quel point vous en avez ras-le-bol. Et du coup, c'est là que je ne sais pas si c'est un billet, peut-être on peut l'appeler comme ça, mais c'est là qu'il faut se dire: «Émotionnellement, je suis dans un autre univers, je suis dans l'univers énervé et je veux que tout le monde entende que je suis énervée et que j'en ai marre et que je suis, au bout sur ce sujet-là». Et du coup, si vous êtes dans cet univers, vous n'êtes pas dans l'univers dans lequel vous essayez de résoudre le problème, à savoir cette personne vous cause des problèmes à répétition, vous n'avez pas encore trouvé de solution. Et du coup, quand vous vous retrouvez dans cette situation face à face avec quelqu'un et que sans le savoir, votre priorité est de vous faire entendre sur le fait que vous êtes énervé, vous avez besoin d'être soutenu par la personne qui est censée vous apporter la solution, alors vous n'êtes pas en train de résoudre. Donc c'est très difficile parce que c'est souvent quand on est en débordement émotionnel qu'on oublie ça, qu'on oublie de se dire non, en fait, je suis là pour trouver une solution. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter, il faut un peu s'attraper la main dans le sac. Non, là, tu es en train de t'énerver, tu es en train de juste vouloir te faire entendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ne plus vivre ce problème. Donc, tu dois avancer pour la solution, vers la solution. Et avancer vers la solution, selon la situation, ça peut vouloir dire différentes choses, mais ça passe bien évidemment souvent par laisser aussi une place à l'autre dans le dialogue ou se mettre dans une posture de recherche de solution en demandant à la personne de régler activement. Mais à partir du moment où vous voulez faire entendre à quel point vous vous sentez de telle façon,
Vous n'êtes pas en train d'essayer de chercher à régler votre problème. Donc ça, c'est vraiment à garder pour les cas d'extrême urgence où vous avez envie d'aller crier face à la mer. Allez crier face à la mer et ne criez pas sur les salariés. Ça sert à rien. Vraiment, littéralement, ça sert à rien. Super. Alors, quatrième clé, la bienveillance, a moins d'impact que le simple fait de vouloir le bien. Mmh. Alors, ça fait réfléchir. C'est là où on commence à la bienveillance à moi. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Parce que alors moi, je me suis retrouvée dans des situations de manager, en particulier dans mon petit coffee shop, où effectivement, en voulant le bien à mes salariés, parce que je voulais qu'ils soient contents, je voulais qu'ils se sentent bien, qu'ils soient épanouis, je me suis retrouvée un peu en étant un peu leur maman ou leur assistante ou leur assistante sociale, voilà. Mmh. Et en fait, on s'aperçoit qu'en étant manager dans la restauration, on se retrouve plein de casquettes et à devoir aider beaucoup. Et là, je pense que encore une fois, peut-être on fait fausse route entre être bienveillant et vouloir faire le bien. Est-ce que tu peux nous en Ouais, dire plus, Lorraine, sur cette clé? ouais. Vouloir le bien, ça veut dire donner à la personne en face ce dont elle a besoin, mais dans le cadre, dans la mesure de vos moyens, en fait, et de ce que vous avez disponible. Donc en gros, si vous avez quelqu'un pour qui vous pourriez faire beaucoup plus que bien manager, donner du travail, donner un salaire, si vous êtes capable de le faire, donc à savoir dans la mesure de votre temps, de votre énergie, de vos moyens, vous pouvez le faire, mais ça sort complètement du cadre professionnel. Mais si vous souhaitez rester dans le cadre professionnel, ce qui peut être, le choix d'une majorité, dans ces cas-là, vouloir le bien, c'est quand vous avez le cas d'un salarié qui présente un besoin évident, donc quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui s'est blessé, quelqu'un qui a eu un décès dans sa famille ou qui a, je ne sais pas, une peine de cœur ou quelque chose comme ça. Quand on pense bienveillance, on peut juste se dire, «C'est bon, je lui ai dit de rentrer chez lui, je lui ai dit qu'il pouvait, prendre son temps, revenir demain, t'inquiète pas, on s'occupe de tout». Alors que vouloir le bien, c'est demander à la personne, en fait, de quoi tu as besoin. J'ai remarqué que tu étais pas bien, j'ai remarqué que tu avais, là, c'était pas ta journée, que tu ressentais de la tristesse. De quoi tu as besoin pour bien faire ton travail? Et si tu peux pas bien faire ton travail, de quoi tu as besoin d'autre? Et du coup, là, on est vraiment dans la différence entre ce que j'estime être bien et je l'impose aux autres et le fait d'aller vraiment demander à la personne de quoi tu as besoin et de lui donner si on peut lui donner. Et si j'ai formulé sur le fait que bienveillance, c'est moins bien que de vouloir le bien, c'est parce que je pense que le mot bienveillance ne veut plus rien dire, qu'il est utilisé par, tout le monde et n'importe quoi et qu'en fait, on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. On part du principe que avoir des bonnes intentions, c'est de la bienveillance, sauf que quand on est manager, le mot bienveillance doit passer à la forme active. C'est vraiment, j'ai besoin que la personne en face marche bien pour mon établissement, donc je vais, être dans une recherche active de lui vouloir du bien. Donc c'est vraiment, ça que je voulais, mettre en avant. Ça te Et parle? moi, je retiens, que je trouve que c'est intéressant de dire: «On peut rester dans un cadre professionnel ou on peut aller au-delà». Et ça, c'est vraiment le choix, de chaque patron, de chaque, responsable de se dire: «Bah, voilà, moi, mon Ouais. boulot, je peux mettre, en tant que manager, faire en sorte que mes équipes se sentent bien, mais dans un cadre de bureau et de boulot et pas aller au-delà, où je peux éventuellement, si j'en ai les ressources et la disponibilité, faire un petit plus, peut-être aider à une personne à avoir ses papiers, aider à un logement, aider à des choses qu'on peut retrouver assez fréquemment Mmh. dans la restauration. Donc c'est important de savoir bien faire la distinction. En tous les cas, je pense que ce que je retiens, moi, c'est de faire la distinction sciemment. Ouais. C'est-à-dire ne pas se laisser embarquer finalement dans une posture en se disant: «Mais en fait là, je dépasse bien au-delà mes fonctions et ce que je voulais faire et j'ai trop donné ou je regrette», et donc savoir vraiment quand on doit s'arrêter, où on s'arrête et si on s'arrête, pourquoi et si on continue, pourquoi. Voilà, moi, c'est ce Mmh. que je retiens de cette clé. Alors la cinquième clé, ne pas faire du bon sens son graal.
Alors là, on est sur José, hein, José qui est notre employé qu'on adore, Laurine et moi. Si vous connaissez Laurine et vous savez que son José, c'est son employé type qu'on retrouve dans ses postes de façon fort sympathique. Et donc, le bon sens, c'est José. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bon sens en tant que manager et qu'est-ce que José a comme bon sens? Est-ce qu'ils sont identiques? Pas du tout, et il faut arrêter cette chasse au bon sens. C'est vraiment trop compliqué de composer une équipe qui partage suffisamment d'historique et d'expérience et de culture et de valeurs avec nous pour qu'on ait les mêmes bases et les mêmes fondations de ce qui est le bon sens, de ce qu'est le bon sens. Donc, quand j'entends tous les jours en session avec des restaurateurs et des restauratrices: «Mais c'est quand même du bon sens, il aurait dû faire ça». Tout ce que je vois, c'est la perte de temps, à être frustré sur quelque chose qui est subjectif, et donc en fait, qu'est-ce que c'est que le bon sens? C'est une suite de process, de la communication pour les respecter, de la formation pour bien les comprendre et pour qu'on soit tous sur la même page, et à partir de là, on n'a plus besoin de se reposer sur le jugement, d'une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît qu'en entreprise. Donc en fait, quand vous êtes manager, ne dépendez pas, s'il vous plaît, de la capacité de votre équipe à juger d'une situation, parce que plus vous dépendrez de ça, plus, vous serez, votre établissement sera dépendant à votre présence, ou sera dépendant à votre capacité de réaction, et vous avez besoin d'avoir, un petit peu d'énergie ailleurs, ou un petit peu plus de recul. Donc le bon sens, ça n'existe pas. Je le mets là, on pourra débattre après le webinaire s'il y en a qui veulent débattre, mais, arrêtez avec votre truc de bon sens, c'est très On difficile, mais il remplace faut on arrêter. remplace bon sens par process et Ouais, explication des process et ouais, finalement, on verra qu'on a tous à peu près le même bon sens dans ce cas-là. ouais, Voilà, c'est ce qu'on retient ouais. et je pense que c'est bien de le dire. Alors, sixième clé, accepte que tes salariés, ne seront jamais aussi investis, que toi dans ton, et investis, fiables et proactifs que toi. Oui, Ouais. c'est une tendance qu'on a un peu, hein, en tant que responsable, surtout quand on est celui qui a créé son restaurant, de se dire: «Bah, moi je le fais, pourquoi il peut pas le faire et pourquoi il est pas capable de le faire ou pourquoi il en fait pas autant?» Bah, parce que c'est pas son entreprise, et lui, il est pas Voilà. là pour développer l'entreprise. Il est là pour, répondre à un cahier des charges qui est un contrat de travail, avec des missions, avec, un règlement ou des choses comme ça. Mais par définition, vos salariés, ce sont des salariés, et ça veut pas dire que c'est moins bien qu'être la personne en charge, mais ça veut dire que leur rôle dans la chaîne de valeur de votre entreprise est moins important que le vôtre. Donc ça veut dire que si demain vous vous absentez pendant 6 mois de votre entreprise, il va quand même se passer des trucs assez graves. Et si vous avez un salarié qui part 6 mois, bah, en fait, vous avez, vous, le cerveau de la bande, vous êtes encore là en train de faire tourner les choses. Donc c'est vraiment important de, si jamais vous avez des attentes, de trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider à porter votre projet, à réagir de la meilleure façon quand il se passe des choses sur le long terme, vraiment pour le meilleur et pour le pire, je pense que vous pouvez en rencontrer, mais je pense que c'est vraiment un mauvais plan, que d'attendre et de se reposer là-dessus. Mmh. Parce qu'on a tous été, peut-être, salariés ou stagiaires avant, où on a tous participé à des projets qui n'étaient pas les nôtres, et quand on est participant plutôt que leader du projet, on a besoin d'un cadre, et du coup, par définition, si on a besoin d'un cadre, c'est que c'est pas nous qui le mettons, et du coup, on ne peut pas être, proactif, jusqu'au contour de la mission, proactif jusqu'à, l'investissement et la douleur qu'on peut mettre dans l'effort parfois quand on gère une entreprise. Donc c'est important que vous vous détachiez vraiment de ça si jamais vous vous sentez concerné. Détachez-vous de cette attente, qui ne vous rend pas service, qui vous crée, peut-être plus de tristesse, et de déception qu'autre chose. Ouais et c'est normal de ne pas être investi comme le patron et c'est tout à fait normal et c'est Mmh. vrai que parfois en tant que créateur d'entreprise, je vois, on a des attentes avec les parties prenantes qui peuvent aller au-delà justement, de ce que chaque personne est censée faire. On pourra y revenir à l'occasion, mais je pense au comptable. Quand on cherche son comptable, on a l'impression que son comptable, ça va être notre manager des chiffres et qui va nous donner les clés de la réussite de notre business. Le comptable n'est pas là pour ça. Il est là pour enregistrer notre comptabilité C'est et ça. et c'est un peu pareil pour les employés. En fait, je trouve que ça m'a fait penser quand tu as parlé de ça, je me dis: «Bah oui, on a tous des attentes
d'avoir un peu des sortes d'égos qui seraient autour de nous, qui nous aideraient, nous, à monter. Mais en Mmh. fait, c'est la réalité, c'est rarement celle-là. Ouais. On aimerait que ça soit celle-là, mais Mmh. c'est pas disons que dans la plupart des cas, c'est pas celle-là. Les associés sont là pour ça. Voilà, les associés sont là pour ça et ou les personnes extérieures, qui éventuellement, peuvent être Comprennent. investies et comprennent. Alors, 7e clé, que je voudrais qu'on balaye, c'est verrouiller les qualités, bonnes actions et les bons résultats en leur donnant un sens concret. Ouais. Peut-être que ça fait partie des clés qui est le plus, dans la méthode, que je vous donne dans le e-book. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on reconnaît le travail d'un salarié, donc quand on va lui faire un feedback positif, quand on va le remercier, pour une action ou pour quelque chose qu'il a très bien fait pendant un temps, parfois on peut juste s'arrêter au merci. En fait, c'est comme si c'était un feedback inconditionnel, juste: «Merci d'avoir fait ton travail». C'est intéressant de se poser la question de, reconnaître le travail de ses salariés de façon conditionnelle, donc d'aller mettre quelque chose en face qui est: «Dans ce cas-là, c'est très bien» et d'aller, valider le sens concret en explicitant vraiment clairement ce que ça a permis de faire. Donc ça veut dire, «José, aujourd'hui, on avait un absent dans l'équipe et tu t'es vraiment, démené pour que le service, ne soit pas ralenti. Du coup, on a pu accueillir autant de clients que d'habitude. Ça a vraiment, une grande importance pour moi parce que ça n'a pas affecté le résultat financier de l'entreprise. Donc vraiment l'initiative que tu as pris aujourd'hui d'aller plus vite, de bâcler certaines choses dans le back office et de te dire qu'on y retournait plus tard, c'était vraiment une bonne initiative parce que aucun client n'a ressenti, l'absent dans l'équipe et le résultat financier n'en a pas pâti. Donc ça ne veut pas dire qu'on demande à la personne de tout le temps, travailler pour 2, mais ça veut dire que s'il y a quelque chose qui sort du lot, quelque chose qu'on a envie de reconnaître, on dit en face, on donne la condition: «C'était bien parce que ça» et on dit en face: «Concrètement, voilà la valeur que tu as créée aujourd'hui» et quand on fait ça, on vient verrouiller l'action et du coup, la personne a un référentiel de bon travail. On a tous besoin d'un référentiel de bon travail. Parfois, c'est celui qu'on utilise, c'est celui de nos parents, celui de nos managers, bref. Mais si vous êtes manager et que vous voulez vraiment, composer une équipe qui travaille, dans votre cahier des charges de manager, quand vous montrez, vous faites preuve de reconnaissance et que vous félicitez, que vous remerciez, vous expliquez très clairement le rôle dans la chaîne de valeur. Ça, c'est valoriser le travail. Ça, c'est dire à la personne, tant que tu seras dans ce cadre, tu feras du bon boulot, on sera content de toi, tu pourras être fier de toi. Et du coup, vous assurez que dans le futur, ça continue. En tout cas, vous avez beaucoup plus de chances que la personne continue à faire du bon boulot. Et ça, c'est à faire dès le premier jour d'embauche. Et c'est même d'ailleurs particulièrement important dans les premiers moments dans l'entreprise de venir avoir cette petite action de petite clé. Je verrouille toutes les bonnes actions, clac, 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 clac. Et comme ça, quand j'arrive à la validation de la période d'essai, en fait, j'ai quelqu'un qui est 98% hyper performant, 2% de bon, bah ça, on verra plus tard, on n'est pas parfait, mais vous avez été proactif, vos feedbacks ont servi, ont eu de la valeur. Ouais. Super clair et de pas juste donc dire merci, ce qui est déjà bien, de rappeler de dire merci, mais surtout d'expliquer et de verrouiller. Mm. Super, je passe à la clé suivante, les ratios du manager performant, du management performant. Donc tu nous donnes 3 ratios, 50 communiquer clairement, 40 communiquer au bon moment et 10 tout ce qui est technique pour les moments à enjeu. Qu'est-ce que tu entends par ces ratios-là? Ouais. Ce qui est vraiment important, de comprendre de cette clé, c'est l'ordre de priorité et d'importance de la clarté, du bon moment et de la technicité. Et pour ça, j'ai envie de décomplexer, des personnes qui se disent, pas, techniques en management, je ne sais pas faire un feedback, je ne sais pas bien négocier, pour les salaires ou des trucs comme ça. Décomplexez-vous parce que le plus important, c'est la clarté et le bon moment. Donc ça veut dire que si vous faites passer un message très clair, à un salarié au mauvais moment, ça sert à rien. Vous faites passer un message pas clair au bon moment, ça sert à rien. Vous vous retrouvez dans une situation sans enjeu avec une super, technique, de communication. La personne en face ne sait pas l'apprécier, ça sert à rien. Donc vraiment prioriser, dans votre management et dans ce qui occupe votre tête, dans ce que vous pensez qu'est le bon management, prioriser de cette façon-là. D'abord la clarté, de savoir pourquoi on fait les choses, comment on doit les faire. Ensuite le bon moment.
On balance pas des infos importantes pendant le service, en gros, ou des informations pas importantes pendant 3 heures en réunion assis. Et enfin, les 10 c'est quand vraiment il se passe quelque chose de super particulier dans votre établissement. Je sais pas, des gens se battent, c'est l'exemple dont on parlait avec Marie-Hélène tout à l'heure, ou vous avez un vol, ou tout le monde a le Covid d'un coup, comme on a pu connaître il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment, où vous avez une négociation houleuse sur un départ. Tout ce qui est moment à enjeu, ce sont les moments qui sortent du quotidien et qui méritent qu'on réfléchisse avant de parler. C'est vraiment ça qu'il faut retenir là. Donc décomplexez-vous et retenez bien cet ordre de priorité. La clarté, le bon moment et on voit, pour les cas spéciaux. Super, très bonne synthèse. Ben, on arrive à la fin de ces clés. Il nous en reste quelques-unes, mais alors, on va rapidement, je voudrais garder 5 minutes s'il y a des questions-réponses. Donc, la seniorité du salarié impacte son besoin en communication. Donc, ça, c'en est une. Tu en choisis peut-être une à commenter sur les trois dernières. Se rattacher au pouvoir des questions quand on est coincé. Donc, ça, c'est une petite astuce. Et la 11e, c'est voir ton restaurant et ton équipe comme un système. Alors Ouais. peut-être, moi, je dirais la 11e, qui, moi, Mmh. m'a beaucoup parlé pour l'avoir à la fois expérimenté et mise en place, c'est voir son restaurant comme un système. Qu'est-ce que tu entends par là? Ouais. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous prenez toutes les insatisfactions ou les problèmes opérationnels que vous pouvez avoir dans votre établissement, quand vous les prenez, vous les mettez à plat, vous vous rendez compte qu'ils ont tous des points communs. Si vous avez du turnover, probablement qu'à côté, vous avez un manque en rentabilité, probablement qu'à côté, vous avez un problème organisationnel, probablement qu'à côté, le restaurant que vous développez, en grandissant, c'est un petit peu éloigné de votre vision. En fait, tout ce que vous allez, rencontrer comme, bug dans la matrice, vient de un ou 2 ou 3 max problèmes structurels et que le plus important, c'est vraiment de ne pas, travailler, de ne pas passer votre temps au niveau des conséquences de ces problèmes structurels. Donc vous avez du turnover, arrêtez de recruter en boucle, pour, pallier au turnover. Demandez-vous pourquoi. OK, les gens restent pas, il y a un problème de formation. Demandez-vous pourquoi. Bah, je suis pas à l'aise en formation. Demandez-vous pourquoi. Bah, j'aime pas m'imposer, demandez-vous pourquoi. Bah, en fait, je sais pas, j'ai eu une expérience dans le passé qui a fait ça. En fait, on a tous des expériences passées qui ont formé la façon dont on voit les choses, dont on les comprend. Elles ont formé nos appétences et du coup nos compétences et du coup, probablement que tout ce que vous rencontrez dans votre établissement aujourd'hui qui coince, provient de mêmes causes à l'origine et c'est pour ça qu'un restaurant, c'est un système, c'est qu'en fait, tous vos sujets sont dans les mêmes engrenages. C'est juste que ce sont des crans sur la même, roue. Je suis un peu nulle en mécanique, mais je pense que vous avez tous l'image. Et qu'au lieu de vous dire que, le staff, la rentabilité, le chiffre d'affaires, le marketing, ce sont des roues différentes avec, des vitesses différentes et du coup, vous pouvez les faire fonctionner différemment. En fait, non, vous avez une roue, un engrenage, c'est votre entreprise. A priori, elle part de vous, sauf si vous êtes manager salarié. Et dans ces cas-là, si vous avez quelque chose à entreprendre demain pour régler un problème, ne le réglez pas au niveau superficiel qui est la conséquence. Essayez de remonter un peu, de tirer le fil et de remonter à la cause origine qui est souvent presque très personnelle en fait, qui relève de votre façon de gérer les choses, qui relève elle-même de la façon dont vous percevez les choses. Et demandez-vous si vous voulez changer ces choses-là ou non. Mais ne perdez pas votre temps à recruter sans cesse, ne perdez pas votre temps à courir après votre comptable pour avoir des réponses qu'il ne vous apportera pas. Ne perdez pas votre temps à regarder ce que font les voisins pour comprendre comment vous pouvez le répliquer. Demandez-vous d'abord si vous êtes bien aligné et si votre système fonctionne bien et qu'il est solide, qu'il a des fondations solides. C'est vraiment ça qui est important. Et du coup, la petite anti-sèche que j'ai mis sur cette clé, c'était le fait qu'une solution devait répondre à 10 problèmes. Et que si vous avez un problème qui a 10 solutions possibles, c'est que vous ne vous posez pas la bonne question. Toutes les questions qui ont plusieurs solutions, plusieurs réponses, ce ne sont pas des questions qui sont à l'origine de vos problèmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne méritent pas qu'on les traite, mais ça veut dire qu'elles méritent qu'on les re-questionne jusqu'à ce qu'on ait moins d'options possibles et qu'on arrive à la question dans laquelle on est en total inconfort. Et ça, c'est un bon indicateur qu'on est en train de se poser la bonne question. C'est jamais bien, mais on est tous humains, on est tous pareils. Juste, parfois, on est en inconfort et c'est synonyme qu'on a mis le doigt sur le truc sur lequel on doit bosser, quoi. Merci. Ben, écoute, je trouve que c'est une parfaite transition pour la fin de ce webinaire.
C'est vraiment, tu avais donné une autre vision qui, moi, m'avait beaucoup parlé quand tu m'avais parlé de la mise en place de systèmes et donc de structures qui permettaient de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Tu avais parlé aussi de montagnes où, en fait, on mettait en haut bien l'eau qui allait tout doucement s'écouler le long de la montagne parce qu'en mettant l'eau au départ, bah, on allait Mmh. faire des ruisseaux qui allaient s'écouler et Ouais, finalement, c'est une image que moi qui m'a beaucoup parlé puisqu'en fait le manager, il est au-dessus et il va donner comme ça des instructions qui sont censées créer des ruisseaux qui vont, voilà, eux-mêmes alimenter toute la structure, tout le mmh. système et tant qu'il y a pas cette impulsion qui va être donnée de Par le façon glacier. claire, voilà, claire et si on essaie juste de répondre ponctuellement à des problèmes, pour l'avoir vécu, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux résoudre peu de problèmes, mais avec des structures, pérennes et qui vont à l'avenir résoudre beaucoup de notre problèmes, que de résoudre toute la journée des problèmes, des problèmes, des problèmes, des Ouais. problèmes en ne traitant et ça, c'est un peu ce qu'on vit dans la restauration. On a un peu tendance à être dans le rush et à ne faire que de réagir à des problèmes qu'on a. Voilà, donc moi, Mmh. ça m'a beaucoup parlé. Je te remercie beaucoup, Laurine, pour ces explications. Je trouve qu'on tient pas mal les délais, mais je voudrais quand même, si on a des questions, n'hésitez pas dans le chat, si certains veulent nous donner des questions. Est-ce que vous arrivez à poser des questions dans le chat? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être la fonctionnalité qui était désactivée. Mais dites-moi si vous... Ah, très bien. Bah, alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Nous, ce qu'on voudrait, pour terminer ce webinaire, bah, déjà vous remercier d'avoir été aussi nombreux inscrits aujourd'hui et être restés jusqu'à la fin. Et puis, on voudrait vous, chacune, vous offrir en tous les cas la possibilité. Laurine, je crois que tu avais une offre à faire à tous les gens qui étaient là. Ouais, moi j'avais envie de mettre en avant une offre, qui s'appelle le diagnostic flash, qui est, une offre, à 0 €, donc c'est même pas une offre, une promotion que je vous fais, c'est vraiment juste je vous invite, à prendre rendez-vous et à faire un diagnostic avec moi, pour, venir, bah, justement tout à l'heure je parlais de se fa de trouver les questions qui nous mettent en inconfort. Bon, bah, par nature, on a du mal à y aller nous-mêmes, parce que c'est plus facile de contourner et d'aller traiter des sujets qui sont plus faciles. Mais le diagnostic, il est intéressant parce que mon objectif, c'est pas évidemment de vous mettre en inconfort, mais c'est de vous poser les questions que vous ne vous êtes pas encore posées et qui sont peut-être parfois plus révélatrices que ce sur quoi vous êtes en train de passer beaucoup de temps. On peut parler de votre chiffre d'affaires, on peut parler de tout ce qui se passe au niveau managérial, on peut parler de votre rentabilité, de votre énergie, de votre organisation. On commence en général par le problème et on remonte un petit peu le glacier comme Marie-Hélène disait. Donc le diagnostic, dure 45 minutes. On est, tous les 2 ou toutes les 2. Et il commence par un questionnaire d'état des lieux, où du coup on pourra vous envoyer aussi le lien, avec le e-book pour ceux qui n'ont pas reçu, pour pouvoir commencer votre questionnaire et prendre rendez-vous à la fin. Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire parce que du coup ça nourrit aussi, ça me maintient un pied sur le terrain donc voyez le diagnostic comme un win-win un peu. Moi je vais être aussi assez curieuse de savoir ce qui se passe chez vous, mais avec l'intention de vous aider à vous en dépêtrer, si on peut dire ça Voilà, comme ça. absolument. Alors, on a une petite question. Où peut-on se procurer le e-book? Le e-book, donc Ben, on demain, va on va envoyer ouais, le mail avec le lien. C'est ça? ouais, Hein? ouais, en pièce Donc, jointe, voilà, demain, pour tous ceux qui y sont inscrits, on va vous envoyer déjà, vous pourrez voir ce webinaire en replay, hein. Et mmh, donc, vous pourrez également télécharger le e-book, prendre contact avec Laurine. De notre mmh, côté, à mon petit business, on lance une formation de 10 heures en individuel et une formation en collectif en petits groupes pour les gens qui sont déjà installés. Et ça sera aussi l'objet d'un webinaire pour la prochaine fois avec Laurine où on va parler, alors là, on va plus rentrer dans la méthodologie et tous les outils, la boîte à outils qu'on peut vous proposer pour, bah, pour se sentir bien en tant que manager et pour avoir des process
qui vont permettre aux équipes de performer. Donc, je dirais, ça va être la strate un peu au-dessus de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est comment décliner finalement concrètement. On pourra parler bah, des clôtures de caisse, on va parler des stocks, on va parler des process à mettre en place. Voilà, tout un tas de process concrets qu'on peut vous aider à optimiser et on peut vous donner avec Laurine et nous une palette de solutions qui pourrait passer de la plus simple à la plus complexe en fonction de la taille de votre établissement, mais aussi en fonction je dirais, de votre ancienneté en tant que restaurateur, si vous débutez ou si vous êtes au contraire déjà un restaurateur averti. Voilà, on termine. Alors, merci beaucoup pour cette réunion. Bah, c'était super. Merci à vous, Jean-Pierre. J'ai une question. Yinlin. Ah, Yinlin. Bonjour, Yinlin. Comment dire à son patron qui pense qu'il est un bon manager qu'il est un piètre manager? Ou peut-il se former? Beaucoup d'empathie envers Yinline. Beaucoup d'empathie envers Yinlin. Ouais. Alors, où peut-il se former? Je pense que la réponse est du coup évidente. Peut-être glisser le e-book dans sa boîte mail ou l'inscrire, ou glisser son mail, pour téléchargement du e-book, pour qu'il le retrouve par magie dans son ordinateur. Je trouve ouais, Jean-Pierre, a rebondi d'une façon que j'allais rebondir, où je trouvais que la question d'Emeline était intéressante pour faire suite à celle de Théodore un tout petit peu plus haut, qui demande: «Penses-tu que nous sommes tous, et toutes faits pour manager?» Et je ne pense pas, parce que du coup, le management, ça rel comme vous l'aurez compris, pendant ce webinaire, ça relève vraiment de, de compétences, relationnelles, de communication, et qui dit compétence dit aussi, appétence, et pour, bien manager, il faut avoir un intérêt, vraiment, intrinsèque, au fait de laisser parler les autres, d'essayer d'aller comprendre leur système de valeurs, d'essayer d'aller comprendre comment ils fonctionnent. Et je pense qu'on n'est pas tous faits et pas toutes faites de la même façon. Donc je pense vraiment pas que tout le monde soit fait pour manager. Je pense que du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mauvais managers, peut-être comme le manager de Yinmin. Je suis, pas là pour juger parce que je connais pas la personne, mais peut-être que c'est aussi, le cas d'une personne qui a entrepris avec un établissement, pour des raisons, qui ne concernaient pas du tout, la partie, humaine, et qui du coup se retrouve probablement avec des problématiques, liées aux relations avec l'équipe, qui sont vraiment compliquées. Donc dans ces cas-là, c'est bien soit de s'entourer, soit d'aller chercher des solutions. Mais aussi, pour les personnes qui se retrouvent avec une équipe et qui réalisent en fait après ouverture que: «Ouh là là, je voulais pas du tout manager des gens, ça, c'est pas du tout mon truc». Un conseil, c'est réduisez le nombre d'interlocuteurs avec qui vous dealez tous les jours, jusqu'à trouver quelqu'un à qui vous pourrez vraiment déléguer la partie managériale, mais vous aurez toujours cette personne à manager. Donc en fait, c'est aussi une petite clé, c'est, si vous vous retrouvez, vraiment, avec, pas du tout l'envie de retrouver votre équipe, tous les jours, mais vous êtes complètement dépendante de cette force d'exécution. Hem, Faites monter des personnes en compétences managériales ou à des postes de supervision, et gérez en direct avec ces personnes-là, et réduisez le nombre d'interactions, le nombre de personnes avec qui vous discutez, bah, pour que ce soit plus facile pour vous et que vous plantiez pas votre établissement pour ça aussi. C'est un petit peu C'est ça vrai, la l'idée. c'est une bonne réflexion. Quand on accompagne les porteurs de projets, j'ai certains de mes élèves là que j'ai vus parmi mes clients, parmi le panel. En fait, je dis toujours aux gens, posez-vous la question au départ si vous êtes attiré par la création d'entreprise dans la restauration, si c'est le métier qui vous intéresse ou si c'est le fait de créer votre propre business. Parce que s'il n'y a que la création du métier, c'est-à-dire s'il n'y a que l'envie d'être boulanger, pâtissier, cuisinier, barmaid, barista, etc., bah, je dis ne vous embêtez pas à créer votre propre structure, allez travailler pour quelqu'un d'autre dans un environnement qui vous plaira et dans des conditions qui vous plairont, mais au moins vous aurez que le métier à exercer. Ouais, En fait, quand on crée un restaurant ou quand on devient patron d'un restaurant, il faut aimer cette partie manager, organiser, créer des process, parler chiffres, comprendre la rentabilité, avoir des interlocuteurs différents, que ce soit les fournisseurs, les clients, les employés, mais aussi les parties prenantes, le comptable,
Ouais. éventuellement l'administration, les impôts, et cetera, et cetera. Donc, il ne faut pas oublier tout ça et posez-vous la question pour ceux qui ne sont pas encore patrons, est-ce que je suis attirée juste par le métier ou est-ce que je suis attirée aussi par l'humain et la création d'entreprise et les process? Auquel cas, oui, je peux me lancer et ouvrir. Sinon, peut-être réfléchissez à Mmh. votre projet, on pourra en discuter ultérieurement. Ouais et On termine comme ça. Le mot de la fin, Laurine, tu veux dire un petit mot? non. Par contre, du coup, tu dis le mot de On la a fin, j'ai l'impression voilà. qu'on est dans Camoulox, donc je vais dire, jupe. J'ai pas de mot de Écoutez, la fin. le mot de la fin, c'est je vous souhaite à tous une super, soirée, et merci encore, merci à tous. C'était, un grand plaisir de vous avoir. J'espère, je pense que vous avez passé un beau moment en notre présence. En tous les cas, nous, on était ravis de pouvoir échanger sur ces sujets et de vous faire partager l'e-book, de Laurine et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci Bonne soirée à beaucoup. tous. Merci Bonne Marie-Hélène. soirée. Au revoir.